Là, ça va? Oui. Donc, je disais bonsoir à tous. Il est 19h31 et j'ouvre la séance du conseil municipal du vendredi 5 juin 2026. Donc, je vais commencer par l'appel. Donc, Cola Christine, Barbé Alain, Hélène Reux, Clément Lericous, Marie-Laure Davy, Patrice Bedel, Marilyn Dufay a donné pouvoir à Madame Marie-Laure Davy, Monsieur Renaud Philippe, Muriel Roland, Marie-Paul Dairel a donné son pouvoir à Monsieur Alain Barbé, Valérie Homo, Michael Chapmel, Samuel Martineau a donné pouvoir à Monsieur Patrice Bedel, Jacques Hertlé, Virginie Hervé, Sabine Niel n'est pas encore arrivée, Benjamin Le Gonidec a donné son pouvoir à moi-même, Nicolas McCain a donné pouvoir à Virginie Hervé, Nadège Guinéeux, Paul Bondeau, Claire Lautelier, Patricia Verriès a donné pouvoir à Madame Morgane Goès, Monsieur Jean-Michel Goisé a donné pouvoir à Monsieur David Massé, Morgane Goès, Pauline Pajot, Fabienne de Rondier, Dylan Lemoine et Emmanuel Gomez. Présent. Je vais désigner un secrétaire ou une secrétaire de séance, à savoir qu'il faut être disponible mardi dans l'après-midi. Voilà, c'est ça, pour valider. Alors, madame, normalement, enfin moi je suis comme ça, madame de Rondier, vous êtes dispo? Bon, bah écoutez, madame de Rondier est donc secrétaire de séance. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Un? Pardon? Contre, d'accord. Alors, un contre, monsieur Bondeau, pour le secrétaire à madame, secrétariat à madame de Rondier. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 30 avril. Est-ce que vous avez des remarques? Aucune remarque? Rien? Aucune correction? Bon, écoutez, je vais soumettre au vote. Qui est pour? Deux. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Donc, nous allons passer aux élections élections des délégués et suppléants pour les élections sénatoriales. Je vous rappelle que la date fixée pour l'élection des sénateurs est le dimanche 27 septembre 2026. Et il est impératif d'être présent. C'est ce que nous avions dit lorsqu'on a fait les propositions. Donc, nous allons procéder à l'installation du bureau de vote. Donc, la constitution du bureau de vote conformément aux dispositions en vigueur donc, a été désignée en qualité de secrétaire Madame de Rondier. Les deux conseillers municipaux les plus âgés, étant donné que nous avons des personnes absentes, sont Alain Barbé et Madame Fabienne de Rondier. Et les deux conseillers municipaux les plus jeunes sont Madame Claire Lautelier et Monsieur Dylan Lemoine. Donc, je vais rappeler les règles électorales. Donc, le nombre de délégués et de suppléants à élire pour la commune, 15 délégués et 5 suppléants. Donc, le mode de scrutin applicable, je suis obligée de le rappeler. Il est rappelé qu'en application des articles L.289 et R.133 du Code électoral, les délégués ou délégués supplémentaires et leurs suppléants sont élus sur la même liste, sans débat à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les membres du conseil municipal qui n'ont pas la nationalité française ne peuvent ni être élus membres du collège électoral sénatorial, ni participer à l'élection des délégués et des suppléants. Les membres du conseil municipal qui sont également députés, sénateurs, conseillers régionaux, conseillers départementaux, conseillers métropolitains de Lyon, conseillers à l'Assemblée de Corse ou de Guyane, conseillers de la collectivité européenne d'Alsace ou membres de l'Assemblée de Polynésie française peuvent participer à l'élection des délégués et suppléants, mais ne peuvent pas être élus délégués ou suppléants. Les délégués sont élus dans les communes de 1000 à 8900
de 1000 à 8999 habitants parmi les membres du conseil municipal, et les suppléants sont élus soit parmi les membres du conseil municipal, soit parmi les électeurs de la commune. Conformément aux articles L.284 à L.286 du Code électoral, le cas échéant, l'article L.290-1 ou L.290-2, le conseil municipal devait élire 15 délégués et ou délégués supplémentaires et 5 suppléants. Les candidats peuvent se présenter soit sur une liste comportant autant de noms qu'il y a de délégués ou délégués supplémentaires et de suppléants à élire, soit une liste incomplète, article L.289 du Code électoral. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Donc, dépôt et présentation des candidatures ou listes. Donc, nous sommes réunis lors de la commission, nous sommes eus au téléphone et donc nous présentons une liste de 15 délégués et de 5 suppléants que je vais vous donner et vous citer. Donc, Cola Christine, Hertley Jacques, Davy Marie-Laure, Lericous Clément, Dufay Marilyn, Bedel Patrice, Hervé Virginie, Barbé Alain, Roland Muriel, Bondo Paul, Hélène, Lemoine Dylan, Guès Morgan, Gomez Emmanuel, Pajot Pauline, Chalmel Michael, L'Hôtelier Claire, Martinos, alors ça ce sont c'est la liste, hein, les suppléants, Martineau Samuel, Verriès Patricia et Renaud Philippe. Donc, je suis obligée de demander s'il y a d'autres listes. Non? Ok. Donc, nous allons organiser le scrutin. Donc, je vais demander aux plus jeunes de distribuer les bulletins. C'est ça, sont les plus jeunes. C'est les plus jeunes. Alors, vous allez commencer par moi, comme ça va être beaucoup plus facile, parce que moi j'ai un pouvoir, vous m'en donnez 2. Hélène, 1. Sans tout casser. Clément Lericous, Philippe Renaud, Michael Chalmel, Valérie Homo, Claire L'Hôtelier. Monsieur David Massé en a 2 puisqu'il a le pouvoir de Monsieur Goisé. Morgane Goès également puisqu'elle a le pouvoir de Patricia Verriès. Pauline Pajot, Fabienne de Rondier, Dylan Lemoine, Emmanuel Gomez, Nadège Guinéeux. Virginie Hervé en a 2 puisqu'elle a le pouvoir de Nicolas Macaigne. Peut-être que... C'est quoi sur la table? Je vais faire des photos. Tout le monde, est-ce que vous en avez pas des fois peut-être collé, non? Mais non, c'est... On en prend 2. Qui est venu en chipper? Non, c'est obligatoire. Un bulletin secret. Pardon? Bah oui, mais bon. Monsieur Lemoine, vous n'en auriez pas pris? Les petits jeunes, là, les 2 jeunes, hein? Non? Oui, oui. Ah bah bien sûr, ça, c'est bien connu.
arrivé à Paul Bondeau. Sabine Niel est absente. Jacques Herclé, 1. Muriel Roland, 1. Oui, mais elle n'est pas là. Patrice Bedel en a 2, puisqu'il a le pouvoir de Samuel Martineau. Marie-Laure Davy, 2 pour le pouvoir. Je vais trop vite. Oui, 2, Marilyn Dufay. Et Monsieur Barbet également 2 pour Marie-Paul Dairel. Merci. Non, on va les mettre là. On n'a pas de peau. Oui. Alors. Mais vous allez revenir. Oui. Chaque conseiller, un contact est porteur d'une enveloppe. Passage des conseillers municipaux à l'urne. Bah oui, mais vous allez faire passer l'urne. Qui oh, bah, monsieur, madame de Rondier et monsieur Barbet vont faire passer l'urne, ça va changer un petit peu. C'est à la proposition de monsieur Barbet, madame de Rondier. Je suis désolée. Hein. Voilà. Le poids. Attention aux filles. Alors. Donc, Christine Collat. Donc, je vote pour moi et peut-être. Et je. Pardon. Voilà. Et pour monsieur Le Gonidec. Hélène Reux. Clément Lericous. Philippe Renaud. Michael Chalmel. Valérie Homo. Claire Lotelier. Monsieur David Massé votera 2 fois pour monsieur Goisé et lui-même. Madame Morgane Guès également pour elle et Patricia Vieres. Madame Pauline Pajot. Ah non, ah oui. Madame Pauline Pajot. Madame de Rondier. Monsieur Lemoine. Monsieur Gomez. Madame Guinéeux. Virginie Hervé vote 2 fois pour elle et monsieur Nicolas McCain. Monsieur Paul Bondeau. Sabine Niel absente. Jacques Herclé. Muriel Roland. Oui, ça serait bien de dire à voter. Patrice Bedel vote 2 fois, lui-même et Samuel Martineau. À voter, voilà. Marie-Laure Davy, elle est Marilyn Dufay. À voter. Et monsieur Barbet, Marie-Paul Dairel. Et pour madame Dairel. Il est quelle heure? On n'a pas dépouillé. Il est 19h45 arrivée de madame Niel. Qui peut voter? 19h45, oui. Est-ce que vous êtes d'accord que madame Niel vote pour les sénateurs, Yal? Vous êtes d'accord? Pas d'objection? Si elle les a déjà, mais elle les a. Et madame Niel a voté. Donc, alors, vous ouvrez l'urne. Comptage des suffrages. Non, il faut compter le nombre avant. Il doit en avoir 29. J'ai plus besoin de ça. Et 9. C'est bien. C'est mieux que 28. Hein. Bon. Oui, vous êtes bon. Voilà.
Et comment? La liste entière. Donc 29 bulletins déposés dans l'urne et 29 ont voté liste entière. Voilà. Donc je proclame les élus. Donc Madame Cola Christine, liste Pleurtuis. Donc la liste qu'on a mis. Monsieur Jacques Herclé, Madame Davy Marie-Laure, Monsieur Lericous Clément, Madame Dufay Marilyn, Monsieur Bedel Patrice, Madame Hervé Virginie, Monsieur Barbet Alain, Madame Roland Muriel, Monsieur Bondeau Paul, Madame Rehélène, Monsieur Lemoine Dylan, Madame Guès Morgane, Monsieur Gomez Emmanuel et Madame Pajot Pauline. Les suppléants élus sont Monsieur Chalmel, Madame Letellier, Monsieur Martineau, Madame Verriès et Monsieur Renaud. Donc, on va clôturer la séance avec la signature du procès-verbal. Donc, signature de la secrétaire de séance en 3 exemplaires du maire et des membres du bureau. Donc, le secrétaire et les plus âgés et les plus jeunes. Oui. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Terre. Voilà. Tiens, tenez, stylo. Je vais aller plus vite. Hop. Bon, après, vous m'amènerez les papiers, parce que comme ça, je les donnerai derrière. Je vais signer quand même. Je clôture la séance. Donc nous allons continuer l'ordre du jour. Point numéro 2, désignation d'un représentant communal au sein du SPANC. On l'a fait? Oui, on a fait. Tu m'inquiètes. Alors, donc, je recommence. Désignation d'un représentant communal au sein du SPANC, donc le service public d'assainissement non collectif. Donc, le SPANC est une obligation issue de la loi sur l'eau de 1992. Il a pour mission de contrôler les installations d'assainissement des habitations non raccordées au réseau collectif afin de protéger la santé publique, préserver la qualité de l'eau et l'environnement.
Les lois de 2006 et 2010 ont renforcé et précisé les règles techniques applicables aux installations ainsi que les missions de contrôle du SPANC. Un petit récap, le SPANC de la Côte d'Émeraude a été créé le 1er janvier 2006 et il assure notamment le contrôle des installations neuves ou réhabilitées, le contrôle périodique de fonctionnement des installations existantes et les contrôles bilan des ouvrages. Pour information, le conseil d'exploitation comprend 11 membres, le président de la CCCE, le vice-président délégué au SPANC, un élu communautaire de Pleurtuis, ici Madame Hélène Reux, désignée par le conseil communautaire le 6 mai 2026, et 8 élus communaux. Donc, suite au renouvellement général des assemblées délibérantes, il convient de nommer un élu communal siégeant au conseil communautaire afin de représenter la commune de Pleurtuis au sein du SPANC. Vu l'avis de la commission projet structurant sécurité, intercommunalité, vie associative du 26 mai 2026, je propose donc la candidature de Paul Bondeau. Je vais vous demander, est-ce que vous êtes d'accord pour voter à main levée? Oui. Donc, il vous est proposé de délibérer pour désigner en tant que représentant de la commune de Pleurtuis au sein du SPANC, M. Paul Bondeau. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Donc, Paul Bondeau représentera la commune au sein du SPANC. Merci. Alors, le point numéro 3. Désignation des représentants communaux au sein des commissions communautaires. Donc, par délibération numéro 2026-059 du 6 mai 2026, le Conseil communautaire de la communauté de communes de la Côte d'Émeraude a créé 5 commissions thématiques. La commission ressources, qui comprend les finances, ressources humaines, mutualisation numérique. Alors, commission ressources seront menées par M. Salmon et M. Brault, maire de Dinard et maire de la Richardet. La commission aménagement et développement, qui comprend économie, tourisme, habitat, transport et mobilité, aménagement de l'espace. Cette commission sera conduite par Mme Collat-Christine, M. Fournéron et M. Roulet, donc M. Roulet, maire de Saint-Lunaire. La commission technique urbain, donc, qui comprend les déchets, la recyclerie, les travaux, équipements d'intérêt communautaire, avec Mme Daignan, maire de Lancieux, et M. Clément Loricous. La commission appui à la population, qui comprend la petite enfance, France Service et mise en réseau des médiathèques, menée par Bruno Fontaine, maire de Trémeurec. Et la 5e commission, commission environnement, transition, PCAET, biodiversité, GEMAPI, SPANC, gestion des espaces du conservatoire, bocage et paysage, dirigée par Mme Sardin, maire du Minic, et Mme Daignan, donc maire de Lancieux. Alors, il convient de nommer 3 représentants communaux par commission. Ah oui, pourquoi? Parce que chaque commission, il a été décidé en conseil communautaire que chaque commission devait regrouper 24 personnes. Donc, c'est pour ça que nous sommes 8 communes. Donc, il convient de nommer 3 représentants communaux par commission, sachant que cette possibilité est ouverte à tous les conseillers municipaux. Chaque élu communautaire doit à minima siéger dans une commission. Que Madame le maire et Monsieur le Ricous, vice-président de la CCCE, sont membres de droit de chaque commission. Donc, préalablement à l'élection, il va être proposé aux membres municipaux d'élire les représentants à main levée, si vous en êtes d'accord. Oui. Donc, vu la commission projet structurant sécurité, intercommunalité, vie associative du 26 mai, donc je vous propose le conseil municipal, on va désigner la commission ressources avec M. Alain Barbet, M. Patrice Bedel et Emmanuel Gomez. La commission aménagement et développement avec M. Jacques Herclé, M. Philippe Renaud, M. Dylan Lemoine. La commission technique urbain avec Marie-Laure Davy, M. Michael Chalmel, M. David Massé. La commission appui à la population avec Mme Muriel Roland, Mme Marilyn Dufay et Mme Pauline Pajot, et la commission environnement avec Mme Hélène Reux, M. Paul Bondeau et Morgane Gouès.
Donc, il n'y a pas de vote, puisqu'on est tous... voilà, donc il n'y a pas de vote. Bah, si, un vote. Bon, ben oui, quand même. Donc, je vous demande de voter. Est-ce que vous êtes pour? Bien ça. Contre? Abstention? Non. Je vous remercie. Alors, toujours au niveau de la CCCE, désignation des représentants communaux au sein de la CLEC. Donc, la CLEC, Commission locale d'évaluation des charges transférées. Donc, cette commission intervient dans les intercommunalités à fiscalité professionnelle unique, comme la communauté de communes Côte d'Émeraude. Alors, sa mission principale est d'évaluer les charges et ressources transférées entre les communes et l'intercommunalité lors des transferts de compétences, de fournir une évaluation financière objective et transparente, et aussi de contribuer à l'équité financière entre les communes membres. La CLEC n'a pas le pouvoir de fixer les attributions de compensation, cette décision relevant des conseils municipaux et du conseil communautaire. La CCCE a décidé que la CLEC serait composée selon la même représentativité que le bureau communautaire. Donc les membres du bureau communautaire sont donc également membres de la CLEC. À la suite du renouvellement des assemblées délibérantes, le conseil municipal doit désigner les représentants de Pleurtuis au sein de la CLEC. Les deux élus de Pleurtuis siégeant au bureau communautaire sont Mme Cola Christine et M. Clément Lericous. Donc, vu l'avis de la commission projet structurant sécurité intercommunalité vie associative du 26 mai 2026, je vous propose de délibérer pour désigner en tant que représentant de la commune de Pleurtuis au sein de la CLEC de la communauté de communes, Mme Cola Christine et M. Clément Lericous. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ça, c'est le point numéro... Ah, évidemment. Perdu mon point numéro 5. 2. L'office du tourisme. OK. Alors, point 5, désignation des représentants communaux au sein de l'association Dinard Côte d'Émeraude Tourisme. Donc, c'est l'office du tourisme intercommunal. Donc, suite au renouvellement général des assemblées délibérantes, il convient de nommer un représentant titulaire et un suppléant afin de représenter la commune de Pleurtuis au sein de l'association Dinard Côte d'Émeraude Tourisme. Donc, je vous propose également de voter à main levée, si vous en êtes d'accord. Merci. Donc, vu l'avis de la commission projet structurant sécurité intercommunalité vie associative du 26 mai 2026, on propose les candidatures de Madame Muriel Roland en tant que titulaire et Paul Bondeau en tant que suppléant. Donc, je vous propose de délibérer pour désigner en tant que représentant de la commune de Pleurtuis au sein de l'association Dinard Côte d'Émeraude Tourisme, Madame Muriel Roland en tant que titulaire et Monsieur Paul Bondeau en tant que suppléant. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Oui, je passe la parole à Madame. Bonsoir à tous. Donc, nous allons parler de la commission communale pour l'accessibilité des personnes handicapées. On va renouveler sa composition. Donc, nous en avons parlé lors de la commission qui a eu lieu le 26 mai, pardon. Merci à ceux qui ont été présents à cette commission. Donc, le cadre légal de l'article L 2143-3 de la CGCT, donc c'est le Code général des collectivités territoriales. Donc, c'est une commission obligatoire pour les communes de plus de 5000 habitants. Il y a aussi la loi de numéro 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits, des chances, participation et citoyenneté des personnes handicapées et l'ordonnance numéro 2014-1090 du 26 septembre 2014 qui est la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des transports ainsi que de la voirie. Donc, Madame le maire est présidente de droit
Et nous proposons, par rapport à ça, plusieurs délégués. Donc, il y avait moi-même, Hélène Reux, Michael Chalmel. Nous avions aussi Virginie Hervé et Marie-Paul Daérel qui s'était présentée. Nous avons Morgane Gouès qui a fait un mail et il nous reste une personne, Madame Fabienne de Rondier. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui... On va faire... Je vais vous rappeler d'abord les missions clés peut-être de la commission. Donc, on a un diagnostic avec l'état des lieux de l'accessibilité du cadre bâti, de la voirie et des espaces publics, ainsi que des transports. La commission doit faire un rapport annuel avec une présentation au conseil municipal. Nous avons des propositions à faire pour améliorer et continuer l'accessibilité existante. Nous aurons aussi à recenser l'offre du logement accessible et suivre les agendas d'accessibilité programmés. Il est aussi à noter qu'il y aura 6 membres, soit des membres associatifs ou de la société civile qui seront nommés par le maire par arrêté municipal. Et pour répondre à la question de Monsieur Gomez pendant la commission, toute personne qui est intéressée peut rentrer dans la commission. Ils ne sont pas forcément des personnes qui sont dans des associations. Notamment, on peut aussi l'ouvrir à des jeunes parents qui ont des difficultés à se mouvoir sur la voirie avec une poussette ou des aidants qui ont du mal avec des fauteuils roulants. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de nom, c'est parfait. Donc, tu peux redonner la liste? Ben, on a une personne de plus. Donc, première liste. Non, il n'y a qu'une liste, parce qu'en fait, le nombre n'est pas fixe. Ah, le nombre n'est pas fixe. Donc, on peut... Ah, super. Donc, Madame Christine Collat, membre de droit. Donc, Hélène Reux, Michael Chalmel, Virginie Hervé, Marie-Paul Daérel, Pauline Pajot et Fabienne de Rondier. Et Morgane Gouès, pardon. Donc, alors, il est proposé au conseil municipal de délibérer pour désigner les élus municipaux suivants pour siéger au sein de la commission communale pour l'accessibilité des personnes handicapées. Donc, je refais la liste. Christine Collat, Hélène Reux, Michael Chalmel, Virginie Hervé, Marie-Paul Daérel, Morgane Gouès, Pauline Pajot, Fabienne de Rondier. Chargé Madame le maire de nommer par arrêté les autres membres de la commission communale pour l'accessibilité, composée notamment de représentants de l'institution et ou association de personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, de représentants d'associations de personnes âgées, de représentants des acteurs économiques locaux et le cas échéant d'habitants volontaires. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Madame. Oui. Une petite question. Finalement, pour les habitants qui voudront être volontaires, il y aura une communication de fait pour pouvoir intégrer la commission? Oui, bah oui. Bah, vaut mieux. Hein, je pense. On fera ça dans... Alors, point numéro 7. Modalité de prise en charge des frais de mission des élus dans le cadre de leur mandat. Donc, si par principe, hein, les fonctions d'élu local sont exercées à titre gratuit, toutefois, les élus perçoivent des indemnités de fonction destinées à compenser les contraintes et les dépenses liées à l'exercice de leur mandat. En complément du Code général des collectivités territoriales, le Code général des collectivités territoriales permet dans certaines situations précises le remboursement des frais de déplacement, des frais de séjour engagés dans le cadre de l'exercice du mandat.
Ce remboursement n'étant pas automatique, c'est le conseil municipal qui fixe les modalités de la prise en charge. Alors, les situations ouvrant droit à remboursement dans le cadre de la participation à des réunions hors de la commune, de l'exercice du droit à la formation et de l'exécution d'un mandat spécial. Donc, les modalités de prise en charge des frais, c'est frais de séjour, donc hébergement, restauration, les frais de transport. Pour un véhicule de service sous réserve de disponibilité, mais bon, pas abuser, on en a que 2. Hein, donc, voilà. Alors, ce qui est important, c'est ce qui suit, parce que voilà ce qui a changé aujourd'hui, c'est qu'il y a des nouveaux dispositifs de remboursement. Donc, donc, la principale nouveauté est la prise en charge des frais liés aux situations de handicap et de frais de garde ou d'aide à la personne, et ce afin de faciliter l'exercice du mandat pour tous les élus et de lever aussi certains freins à l'engagement local. À savoir que le remboursement est plafonné au montant horaire du SMIC. L'élu doit fournir des justificatifs et doit faire une déclaration sur l'honneur. La commune peut demander tout justificatif complémentaire et refuser le remboursement en cas d'absence de pièces justificatives ou de transmission tardive au-delà de 3 semaines. Vu l'avis de la commission projet structurant sécurité, intercommunalité, vie associative du 26 mai 2026, il vous est proposé de délibérer pour approuver les situations ouvrant droit à remboursement de frais et les modalités de prise en charge applicables aux élus du conseil municipal et autoriser le maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Dire que la dépense en résultat sera imputée sur les crédits du budget communal. Avez-vous des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc on continue. Droit à la formation des élus. Donc le conseil municipal doit se prononcer aujourd'hui sur les modalités d'exercice du droit à la formation des élus dans les 3 mois suivant son installation. La réglementation prévoit également qu'une formation obligatoire soit suivie au cours de la première année de mandat par les élus disposant d'une délégation. Il nous faut définir les conditions d'accès à la formation des élus municipaux et les modalités de prise en charge correspondantes conformément aux lois légales. Donc, j'ai fait un petit résumé parce que je crois qu'il y a 4 pages. Donc, l'article 1, dépôt et instruction des demandes de formation. Tous les élus peuvent demander une formation. Les demandes doivent être adressées au maire avant le 1er février avec les justificatifs nécessaires et concerner un organisme agréé par le ministère de l'Intérieur. Le financement est soumis à l'accord préalable du maire et à la disponibilité des crédits budgétaires. L'article 2, le vote des crédits. Le budget consacré à la formation des élus est fixé à 20% du montant théorique des indemnités de fonction. Dans les limites prévues par la loi, les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal. L'article 3, prise en charge des frais. Les frais de déplacement et de séjour liés aux formations sont remboursés conformément aux modalités de prise en charge des déplacements temporaires adoptées par le conseil municipal le 5 juin 2026. L'article 4, priorité des conseillers dans l'accès à la formation. Alors, la formation obligatoire, ce sont les élus ayant reçu une délégation qui se doivent de suivre une formation au cours de leur première année de mandat. L'ordre de priorité, donc si toutes les demandes de formation ne peuvent pas être satisfaites, la priorité sera donnée aux élus ayant une délégation, puis aux demandes déposées dans les délais que l'article 1 dit, avant le 1er février, aux élus refusés l'année précédente pour manque de crédit et enfin aux élus ayant le moins bénéficié de formation au cours du mandat. L'article 5, les orientations du plan de formation des élus. Les élus restent libres du choix de leur formation, sous réserve qu'elle soit dispensée, bien évidemment, par un organisme agréé par le ministère de l'Intérieur. Les formations à privilégier en début de mandat, les fondamentaux de la gestion des collectivités, les formations liées aux délégations exercées et les formations favorisant l'efficacité personnelle, la prise de parole, les négociations, gestion de conflits, informatique, etc. Et l'article 6, le débat annuel. Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune doit être annexé au compte administratif et il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal.
Vu la nécessité de déterminer les orientations et les crédits ouverts au titre du droit de formation, à la formation, vu la délibération du 5 juin 2026 relative aux modalités de prise en charge des frais de mission des élus dans le cadre de leur mandat, et vu l'avis de la commission projet structurant sécurité intercommunalité vie associative du 26 mai 2026, il vous est proposé de délibérer pour approuver la mise en œuvre des dispositions relatives à la formation des élus telles que présentées ci-dessus, autoriser Madame le maire à signer avec des organismes de formation agréés les conventions présentées préalablement à toute action de formation en lien avec les fonctions effectivement exercées pour le compte de la ville par les élus municipaux, autoriser le remboursement des frais de formation aux élus qui en auraient fait l'avance, selon les conditions détaillées dans la délibération du 5 juin 2026, maintenir le montant de l'enveloppe budgétaire inscrite au budget primitif de l'exercice 2026 au titre des frais de formation des élus locaux, plafonner les dépenses réelles de formation à 20% des indemnités de fonction théoriques, et enfin de charger Madame le maire de mettre en œuvre l'ensemble de ces modalités pratiques dans le respect de ces orientations. Y a-t-il des questions? Non. Qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. On continue. Hop. Braise Achat. La convention d'adhésion spécifique, le marché achat et livraison des fournitures de bureaux et papier. Donc, suite à l'adhésion à la centrale d'achat régionale Braise Achat, qui va progressivement se substituer au groupement d'achat 22, entre 2025 et 2027, la commune est sollicitée pour le lancement de la consultation du marché achat et livraison de fournitures de bureaux et papier, avec effet à compter du 1er janvier 2027. Donc, après un recensement précis des besoins par le service accueil de la mairie, il est proposé d'adhérer au lot indiqué dans la convention que vous avez reçue, convention spécifique jointe en annexe à la présente délibération. Est-ce que vous avez des questions? On répondra à votre question, Madame de Rondier, en fin de... Ou est-ce qu'on voulait qu'on... Ou vous posez votre question maintenant, comme ça, Madame de Rondier? Oui, puisque après vous votez contre, donc c'est mieux, comme ça vous expliquez. Enfin, c'est ce qui est écrit, hein. Voilà. Non, mais c'est pour ça qu'on... Tout à fait. Donc, y a-t-il des questions? Oui. Comment? C'est allumé. Bon. Madame le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mon intervention concerne ce point ainsi que le suivant. L'adhésion à la centrale d'achat Braise Achat est présentée comme un moyen de simplifier les procédures d'achat de la commune. Cet objectif peut naturellement sembler pertinent. Toutefois, cette simplification s'accompagne d'une perte de maîtrise qui nous interroge. La commune conserve certes l'expression de ses besoins, mais la négociation des marchés, les conditions d'achat et le choix des fournisseurs sont ensuite largement confiés à la centrale. Nous transférons ainsi une partie de notre capacité à piloter directement notre politique d'achat. La Convention prévoit également un engagement jusqu'au 31 décembre 2030. Il limite fortement les achats réalisés en dehors du marché. Cette souplesse est plafonnée à 10%, sous peine d'exposer la collectivité à des conséquences financières. Cela réduit notre liberté d'adaptation à des besoins spécifiques ou à des opportunités locales. Nous relevons également que le montant de la cotisation annuelle sera fixé chaque année par le conseil d'administration de la centrale, sans que la commune en maîtrise l'évolution. Plus largement, cette adhésion pose une question de fond. Souhaitons-nous conserver la maîtrise de nos achats publics, de nos marchés et de nos relations avec les entreprises locales, lorsque cela est possible, ou transférer progressivement cette compétence à une structure extérieure? Pour notre part, nous considérons que la commune dispose déjà des moyens nécessaires pour conduire ses achats et ses marchés publics dans le respect des règles de la commande publique, tout en conservant sa liberté de décision. Pour ces raisons, le groupe Union pour Pleurtuis votera contre cette délibération, ainsi que contre la suivante. Je voudrais faire aussi une petite remarque, c'est-à-dire que dans les deux conventions, la 9 et la 10, il est fait référence à l'article 6 de la Convention 4 de la centrale d'achat pour les règles d'adhésion et de sortie.
Mais cet article 6 ne nous a pas été mis à disposition. Donc en fait, on ne sait pas de quoi il en retourne. Et donc on aurait apprécié avoir cet article 6 en alinéa. Ça aurait été plus facile de prendre une décision. Vous auriez dû peut-être nous envoyer un petit Je peu. viens, mais c'est Ah, tout vous- à l'heure que j'ai réalisé ça. D'accord. J'ai pas fait Merci. exprès. Ah bon? Non, non, c'est tout à l'heure, j'ai vu, mais il parle de cet article 6 et du coup, on n'en connaît pas la teneur. Je te donne la parole, Alain. Oui, alors il y a plusieurs éléments de réponse à votre observation. Tout d'abord, en interne, effectivement, on n'a pas vraiment une cellule d'achat voilà, qui est armée pour ce type de choses. La deuxième chose, c'est que ça nous permet de bénéficier de l'expertise d'un groupement d'achat régional, donc qui est rompu à la chose. Le troisième élément, c'est que on bénéficie forcément, il y a une massification de la demande, puisqu'on on est à l'échelle régionale, donc ça nous permet quand même de bénéficier de prix nettement intéressants. Je pense au papier, par exemple, des choses comme ça. C'est vrai que c'est tout à fait intéressant. Et en fait, c'est nous qui choisissons les lots. En plus, on ne peut pas obligé de prendre, d'intervenir dans tous les compartiments, dans tous les marchés que propose la centrale. Alors, à partir de 2027, c'est vrai qu'il y a une contribution financière qui sera demandée aux adhérents. Donc, chez nous, on est commune compris entre 2000 et 10 000 habitants, donc c'est 500 euros. Et il y a un montant forfaitaire en fonction des commandes passées. Chez nous, ça pourront s'estimer entre 200 et 300 euros, donc ce qui ferait entre 700 et 800 euros voilà, de contribution demandée à la ville, sachant que on s'épargne du travail en interne, hein, parce que tout ce qui est fait par l'échelon régional n'est pas fait en interne. Et donc, du coup, le temps, c'est de l'argent, vous le savez aussi bien que moi. Et ça nous permet, encore une fois, de bénéficier de prix compétitifs, sachant que je pense à la cantine, enfin à la restauration municipale. S'il y a la possibilité d'acheter en circuit court, on achète en circuit court. Donc, c'est pas, on n'est pas obligé. En fait, on pioche ce qui nous intéresse très clairement. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Pourquoi je me suis permise d'intervenir sur ce point-là? C'est parce que j'ai travaillé pendant 40 ans dans une entreprise, une très grosse entreprise qui passait par des centrales d'achat, et on a abandonné l'idée parce qu'on s'est aperçu très rapidement que les prix des centrales d'achat finalement ne correspondaient pas au prix réel. Souvent, les prix étaient multipliés par 2, voire par 3, et qu'on a fini par se fournir en local. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ce qui me perturbe un petit peu, ce sont les fameux 10% de clause de non-exclusivité, qui est une fausse clause de non-exclusivité. Je trouve qu'elle est un peu perverse, parce que si vous dépassez les 10%, à ce moment-là, vous êtes dans une clause d'exclusivité, vous devez payer des pénalités. Donc, ce sont ces petits points qui me paraissent un petit peu difficiles. Et il faut savoir que les centrales d'achat, quand elles ont le monopole d'un marché, augmentent leur prix, ou alors s'arrangent, alors ça c'est de l'expérience, hein, ou alors s'arrangent pour ne pas avoir à disposition les produits que vous voulez et vous en proposent d'autres équivalents un peu plus chers. Donc la maîtrise, on l'a peut-être pas forcément toujours. Donc après, vous pouvez faire une expérience d'une année, hein, vous verrez bien un petit peu combien, mais 500 euros de cotisation, ça représente beaucoup de papier quand même déjà, hein. Mais oui, alors centrale d'achat, excuse-moi. Centrale d'achat, je suis assez d'accord avec vous, sauf que là, c'est Braise Achat, c'est quand même quelque chose qui est voilà, dédié collectivité locale. C'est pas les centrales d'achat de Super U ou de je sais pas qui. Voilà, donc. Hein. C'est tous les marchés. J'entends bien, hein. Après, bon, on fera l'expérience. D'après ce que j'ai pu comprendre, c'est 1 an d'adhésion. On peut sortir au bout d'1 an quand même. Oui. Donc, dont acte. Mais pour aujourd'hui, nous estimons qu'on n'a pas suffisamment d'éléments et de recul. De Rondier, d'autres interventions? Non. Donc, il est proposé au conseil municipal de délibérer pour valider les termes de la convention d'adhésion spécifique au marché achat et livraison de fournitures de bureaux et papier. Autoriser Madame le maire ou son représentant à signer cette convention ainsi que toute pièce administrative nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
Qui vote contre? Donc, Madame de Rondier, Monsieur Lemoine. Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. Donc le point 10, Brézachat, convention d'adhésion spécifique, marché, maintenance des systèmes de sécurité incendie et de désenfumage et vérification réglementaire des installations électriques. Donc c'est la même chose. Dont la commune est sollicitée pour le lancement de la consultation des marchés maintenance des systèmes de sécurité incendie et de désenfumage et vérification réglementaire des installations électriques avec effet à compter du 1er janvier 2027. Après un recensement précis des besoins par le service bâtiment du pôle aménagement service technique, il est proposé d'adhérer au lot indiqué dans la convention qui vous a été aussi envoyée, spécifique, et donc est jointe en annexe à la présente délibération. Est-ce qu'il y a des interventions? Non. Considérant l'intérêt pour la commune d'adhérer à cette convention spécifique proposée par Brézachat, il vous est proposé de délibérer pour valider les termes de la convention d'adhésion spécifique si annexée pour les marchés maintenance des systèmes de sécurité incendie et de désenfumage, vérification réglementaire des installations électriques, et de délibérer pour autoriser Madame le maire ou son représentant à signer cette convention ainsi que toute pièce administrative nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui s'abstient? Qui vote contre? Madame de Rondier, Monsieur Lemoine. Qui vote pour? Je vous remercie. Juste, Madame Desrondiers, vous avez sur Internet, vous avez la composition de Brézachat. En fait, c'est adossé à la région Bretagne et aux 4 départements bretons. Donc, c'est très typiquement territorial. La centrale d'achat pilotée par ses membres fondateurs, la région Bretagne et les 4 départements bretons, est composée d'un comité technique et de groupes d'experts qui se réunissent occasionnellement. Donc, vous pourrez trouver ça sur. Alors, utilement sur la Internet. réflexion, elle va en fait bien plus loin. On est dans un contexte économique un petit peu compliqué. On est avec un budget municipal qui est fébrile. Moi, tout simplement, tout bêtement, je suis pas pour augmenter des adhésions, payer des services annexes alors qu'on a de quoi faire sur place. C'est tout. Il peut y avoir effectivement plein de propositions. C'est encore un service supplémentaire qui est créé avec des charges supplémentaires. Et nous, on paye une cotisation pour avoir le droit de commander du papier. Voilà, Il c'est n'y a tout. pas que du papier. Mais on verra bien, c'est pour un an. Donc on en reparlera dans un an. D'accord? Et on verra. Je vous remercie. Je vais passer la parole à Clément, Monsieur Le Ricous. Bonsoir à toutes et à tous. Déjà, avant tout, je tenais à remercier la commission Finances Numériques et Jumelage qui s'est réunie le 28 mai dernier, tous les membres de la majorité et de toutes les minorités qui étaient présentes. On a pu y travailler et c'était effectivement agréable de travailler avec chacun d'entre vous sur ce dont on va discuter maintenant. Nous allons d'abord parler de l'adoption du règlement budgétaire et financier. Pour information, c'est un document qui référence, formalise, clarifie toutes les règles internes de gestion budgétaire et comptable de la ville. Donc vous l'avez tous reçu, je vous invite à le lire. On peut aller rapidement regarder, on parle du cadre juridique du budget communal, de l'exécution budgétaire, des régies, de la gestion des régies, de la gestion pluriannuelle, la gestion des provisions, l'actif, le passif, les emprunts garantis, le contrôle des collectivités territoriales exercé par la Cour des comptes et les informations légales. Donc l'objectif, c'est de définir les procédures de gestion, les rôles stratégiques de chaque acteur dans la ville, structurer la gestion pluriannuelle, clarifier l'exécution budgétaire et assurer la transparence et la conformité avec le Code général des collectivités territoriales, le fameux CGCT. Pour information, ce qui a changé par rapport aux années précédentes, c'est sur la partie des emprunts garantis. En effet, comme vous le savez peut-être, certains emprunts sont garantis par la ville, notamment pour des tiers, la plupart du temps des bailleurs sociaux. L'emprunt garanti par la ville passe toujours en délibération au conseil municipal. Nous avons juste rajouté le fait de valider aussi une convention de garantie. Donc nous créerons maintenant pour chaque emprunt des conventions de garantie qui nous permettra d'avoir une convention signée avec la personne pour qui on garantit l'emprunt. Voilà. Pas d'autres modifications spécifiques. Je vous invite, et j'espère que chacun d'entre vous a pu en prendre connaissance et l'a lu et vu
Ah oui, avez-vous des questions sur... Oui. Ah, monsieur Massé. Monsieur le Ricous, désolé de gâcher un tout petit peu votre bonne humeur sur la commission finances. Je suis membre de conseil municipal depuis uniquement cette année. Euh, on s'est réunis le 28 dans une bonne humeur là-dessus, pas de souci. Mais des propos ont été tenus au moment de cette commission. Désolé, je voulais juste rectifier 2-3 éléments et donner la possibilité à mes collègues de faire la même chose que moi, c'est d'aller chercher pour savoir où on va, c'est de savoir d'où on vient, dans l'idée, en règle générale. Et je me suis donc amusé à aller chercher des notes de synthèse, une note de synthèse, budget primitif. Je crois que vous l'aviez tous voté le 3 mars, semble-t-il, 2026. Je n'étais pas là, mais... Non, pas vous, mais beaucoup. Mais justement, pour mes jeunes pareil, conseillers autour de moi qui voudraient s'intéresser, note de synthèse, ça donne globalement la situation financière de la commune à dater du 3 mars, si vous voulez. Et le plus intéressant sur cette note de synthèse, alors cette note de synthèse-là, elle apparaît fatalement sur le site internet de la commune, c'est là où j'étais la chercher. Vous avez en page 9.9 l'ensemble des ratios qu'une commune doit pouvoir arriver à connaître, l'ensemble des ratios qui permettent de pouvoir dire si la situation de la commune est dangereuse ou qu'elle mérite un problème de trésorerie, si vous voulez, tous ces ratios-là, si vous voulez, quand vous prenez la page 9.9, vous avez tous les éléments en bas de page qui permettent de comparer notre commune aux autres communes en France, si vous voulez. Il n'y a pas un ratio défavorable, pas un seul. Aujourd'hui, c'est clair, que ce document-là, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, j'ai été le chercher. Il n'y a pas un élément défavorable. C'est-à-dire que vous preniez que ce soit la trésorerie, vous preniez la situation de tout, les travaux, tout ce qui a été engagé pour le mandat d'avant. Si vous voulez, il n'y a pas un seul ratio qui soit défavorable. On va commencer. Je vais juste redonner un autre élément. Comme je vous ai dit, pour savoir d'où on part pour aller où l'on va, vous avez fait des comparaisons avec des mandats précédents. Et ben, j'ai été étonné tout pareil. J'ai pu retrouver là ici dans ce qu'on appelle un rapport de la Chambre régionale des comptes. Je le laisse à disposition, c'est en 2017, si vous voulez, sur la situation financière de la commune avant le dernier mandat, si vous voulez. Et là, c'est tout à chacun. Pareil, j'étais sur Internet, j'étais vérifié, contrôlé. Ça, tout le monde peut le trouver sans problème. Hein. Chambre régionale des comptes, si vous voulez, vous marquez Chambre régionale des comptes Pertuis, c'est un rapport de 2017, si vous voulez, qui est plutôt accablant et non pas forcément favorable à la commune, si vous voulez. Donc, je souhaiterais qu'on arrête pour cette fois-ci. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler pour demain et qu'on arrête de faire, si vous voulez, un jeu de ping-pong entre ce qui s'est passé avant ou après. Ce qui va m'intéresser dorénavant, c'est qu'on puisse travailler dans une confiance sur les mutuelles et de ne pas comparer systématiquement ce qui a été fait avant-après, plutôt ce qu'on va faire demain. Merci. Alors, merci, monsieur Massé. Alors, allez-y. Bah, je pense que oui, tu peux répondre. Et je pense qu'Alain, qui faisait partie aussi du mandat précédent, donc peut prendre aussi la parole. Donc chacun votre tour. Bon, je vais juste répondre la prochaine fois, monsieur Massé, mais on en avait déjà discuté en commission. Si vous pouvez nous envoyer les questions à l'avance, comme c'est prévu par le conseil municipal, et nous donner toutes les informations aussi, hein, parce que le document que vous citez, je ne l'ai pas sous les yeux, donc je ne peux pas le regarder. Pour les ratios, et pour la situation du passé, je vais laisser monsieur Barbet répondre. Non, en fait, ce que vous excipez là, c'est-à-dire comment on appelle ça, les conclusions de la Chambre régionale des comptes 2017. En fait, j'ai eu l'occasion de le dire dans un autre cénacle. C'est vrai qu'à l'époque, la situation de la ville de Pleurtuis était délicate. Mais ça, les élus de l'époque le savaient, puisqu'ils avaient fait intervenir un cabinet qui s'appelle Ressources Consultants Finance, qui est connu dans le monde des collectivités territoriales. Et les conclusions de ce cabinet, c'était que en fait, la ville de Pleurtuis était sous-imposée. C'est en comparant ce qu'on parlait l'autre jour, les ratios de niveau, que ben voilà, le cabinet s'est très vite aperçu. On arrivait à un effet de ciseau, donc il fallait faire quelque chose. Les dépenses croissaient plus vite que les recettes. Donc ce qui a été fait à l'époque, c'est que le conseil municipal, à la majorité de l'époque, avait augmenté assez sensiblement les impôts
pour retrouver justement une santé financière. Ce qui s'est avéré profitable puisque, encore une fois, en 2020, la situation financière était plus que correcte. Donc ça, c'est la première chose par rapport à la Chambre régionale des comptes. Effectivement, elle a rendu ce jugement, mais l'équipe en place avait déjà anticipé. La deuxième chose, oui, c'est par rapport aux ratios. Alors après, il y a des ratios qui sont liés au budget, etc. Mais nous, ce qu'on voit, sur ce sur quoi nous avons été alertés, c'est sur l'état du compte 515. Le compte 515, c'est l'argent qu'on a dans la caisse. Hein. Et l'argent qu'il y avait dans la caisse, il était juste suffisant pour faire face à nos paiements à telle enseigne qu'on a dû en mettre un peu sous le coude. Donc c'est pour ça que, en fait, on a été contraint parce que l'équipe précédente a quand même fait beaucoup d'investissements. Voilà, je crois que c'est entre 11 et 14 millions, je ne sais plus. Voilà, mais avec un emprunt d'1,5 million. Donc ça veut dire que le reste a été financé par des subventions, mais bon, c'est pas non plus voilà. Mais surtout par la trésorerie. Donc tout ce qui avait été engrangé auparavant. Bon, on arrive à la fin de l'exercice et c'est pour ça qu'il nous a fallu assez urgemment, puisque voilà, emprunter ces fameux 2 millions. Voilà l'explication en fait. Sur ce point, je ne reviens pas sur l'emprunt, il était prévu de toute façon, vous en aviez parlé lors du mandat d'avant, parce que vous aviez, je crois, voté tous, sauf vous, que sur cet emprunt de 2 millions, il était de toute façon prévu d'une manière ou d'une autre. C'est plutôt sur le fait que j'étais surpris sur les bêtes, tout bête, vous allez chercher les ratios, vous regardez la partie trésorerie, vous parlez de la partie trésorerie. Si on lit ne serait-ce que la ligne qui fait partie de cette partie de trésorerie, notre commune, au 3 mars, était à 97,92% de possibilités, là où effectivement on est tombé à 89,6. Donc le 89,6, c'est la moyenne de l'ensemble des communes de France du même strat. Donc globalement, il n'y a pas un ratio ici, sur un mandat, et je vous remercie pour ceux qui ont travaillé dans le mandat d'avant, il n'y a pas un ratio qui soit défavorable à notre commune à aujourd'hui, pas un seul. C'est parce qu'on n'a pas dit que la commune était en faillite. Hein. Ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. Non, c'est juste techniquement, encore une fois, un problème de caisse. Vous avez dit fort justement qu'il y avait des emprunts qui étaient prévus au budget, mais ils n'ont pas été mobilisés. Donc, ceci expliquant cela. Parfait. Merci. J'en reviens donc à l'adoption du règlement budgétaire et financier. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L 1612-30 relatif au règlement budgétaire et financier, vu la délibération 2023-101 en date du 12 septembre 2023 approuvant le passage à la M57, vu l'avis de la commission finances numériques jumelage du 28 mai 2026, il est proposé au conseil municipal de délibérer pour approuver le règlement budgétaire et financier tel qu'annexé à la présente délibération. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous pouvons maintenant passer, et je vais garder la parole pendant encore quelques points, au point numéro 12, qui est la participation communale à l'OGEC pour 2026 et l'actualisation du forfait à l'élève. Donc, vous le savez peut-être, on a une convention qui date du 16 décembre 2021, qui avait été approuvée par le conseil municipal, en date du 14 décembre 2021. La contribution de la commune aux dépenses de fonctionnement des classes élémentaires et maternelles de l'école Saint-Pierre de Pleurtuis constitue le forfait communal. Le montant du forfait communal versé pour une année est égal au coût moyen de l'élève du public maternel et élémentaire multiplié par le nombre d'élèves de l'école Saint-Pierre. Donc on détermine le coût moyen d'un élève de maternelle et d'élémentaire de l'école publique et on le multiplie par le nombre d'élèves de l'école Saint-Pierre en maternelle et en élémentaire. Pour information, et vous le voyez dans le tableau qui vous a été fourni aussi à côté, il y avait déjà un prévisionnel et en fait cette prise en charge se prend du 1er janvier au 31 décembre. Bon, or, vous le savez, l'année scolaire, c'est plutôt septembre à fin juin. Donc, effectivement, on fait un prévisionnel et ensuite on fait un définitif en fonction du vrai coût réalisé de l'élève. Donc, les coûts moyens définitifs de référence des écoles publiques qui ont pu être calculés applicables pour l'année 2026 sont les suivants. En maternelle, 1638,04 € et en élémentaire, 494,46 €. Au vu des effectifs de la rentrée de septembre 2025,
Donc à l'école Saint-Pierre de 104 élèves en maternelle et de 162 élèves en maternelle. La participation communale aux charges de fonctionnement de l'école privée Saint-Pierre peut s'établir à titre définitif, donc là c'est bien le définitif, pour l'année 2026 à 170 356,6 euros pour la maternelle, 80 102,52 euros pour l'élémentaire, soit un total de 250 458,68 euros pour l'année, ce qui fait un montant mensuel pour information de 20 871,56. Le prévisionnel était de 20 007,03. Donc il y aura un montant régularisé de 5 187,18 euros pour les mois de janvier à juin. Vu le code général, et donc dès lors, une régularisation en plus doit être réalisée sur les participations déjà versées au titre des premiers mois de l'année, comme je viens de vous le dire, donc de l'ordre de 5 187,18 euros. Oui. Avez-vous des questions? Normalement, les calculs ont été vus en commission. Vu le code général des collectivités territoriales, vu le code de l'éducation, vu la convention en date du 16 décembre 2021 approuvée par le conseil municipal par délibération en date du 14 décembre 2021 et notamment son article 4, vu l'avis de la commission finances numérique jumelage du 28 mai 2026, il est proposé au conseil municipal de délibérer pour fixer les coûts moyens de référence des élèves des écoles publiques applicables pour l'année 2026 à école maternelle publique Joseph Launay 1638,04, école élémentaire publique Joseph Launay 494,46 euros, et donc d'approuver la participation communale définitive à verser à l'OGEC au titre de l'année 2026 à 250 458,68 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je reste donc avec vous pour parler du point numéro 13. Alors, le point numéro 13, c'est la taxe locale sur la publicité extérieure. Donc, comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2024, les modalités d'instauration et d'application par le conseil municipal de la taxe sur la publicité locale sur la publicité extérieure figurent dans les articles du Code général des collectivités territoriales. Pour information, cette taxe locale sur la publicité extérieure concerne toutes les enseignes des entreprises présentes sur le territoire de Pleurtuis. Il est décidé de continuer ce qui avait été fait auparavant, c'est-à-dire une exonération pour les enseignes qui font moins de 7 mètres carrés, ce qui concerne la plupart des commerces de proximité. Mais comme vous savez, nous avons des entreprises de taille plus ou moins importante sur Pleurtuis, et il y a un tarif entre supérieur à 7 mètres carrés et inférieur à 12 mètres carrés, un supérieur à 12 mètres carrés et inférieur à 50 mètres carrés, et supérieur à 50 mètres carrés. Ces tarifs sont relevés chaque année, hein. Je vous passe juste les choses les plus importantes. Les tarifs sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation, hors tabac de la pénultième année, article L 454-58 du même code, sauf délibération contraire de la commune. Et donc, nous considérons que le taux de variation applicable au tarif de la TLPE pour 2027 s'élève à plus 0,9%, d'après les sources INSEE. Pour information, nous avons fait un tout petit changement. Historiquement, dans les enseignes, la partie bienvenue n'était pas forcément comptée ou comptabilisée. Certaines enseignes ont un petit peu abusé de cette tolérance en mettant un bienvenu très important et le nom de l'enseigne de manière plus petite. C'est pour ça que nous allons aujourd'hui pouvoir taxer y compris cette partie bienvenue quand elle est de taille très importante. Donc, il est rappelé que la TLPE est recouvrée annuellement par la ville et qu'elle est payable sur déclaration préalable des assujettis. Vu la loi de modernisation de l'économie, vu le code général des collectivités territoriales, vu le code des impositions sur les biens et services, les décrets, il est proposé, et vu l'avis de la commission finances numériques jumelage en date du 28 mai 2026, il est proposé au conseil municipal de délibérer pour maintenir l'exonération de la mise en place pour les activités dont le cumul des surfaces d'enseigne est inférieur ou égal à 7 mètres carrés. Encore une fois, je rappelle, c'est principalement les commerces de proximité, donc ils ne seront exonérés de cette taxe. Indexer automatiquement les tarifs de la TLPE dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Inscrire les recettes afférentes au budget 2027. Donner tout pouvoir à Madame le maire pour rendre les mesures nécessaires au recouvrement de cette taxe. Et autoriser Madame le maire à signer toutes pièces et documents afférents à la présente délibération. Qui
Vote contre. Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous allons passer au point numéro 14. Alors, je vais vous lire le nom du point et ensuite je vais expliquer un petit peu plus. L'attribution d'une subvention de fonctionnement aux associations Saint-Guillaume, donc le Ciné Armor, et le club badminton Pleurtuis pour l'année 2026. Alors, les subventions aux associations pour l'année 2026 ont déjà été votées en conseil municipal avant les élections municipales. Il avait été demandé aux associations pour cette année 2026, pour la première fois, si possible, de remplir de manière électronique leur demande de subvention. Seules 2 associations l'ont fait, les associations Ciné Armor et le club de badminton de Pleurtuis. Or, le système électronique a planté et ces associations qui n'avaient pas rendu en format papier n'ont pas pu respecter les délais qui étaient impartis pour le vote des subventions des associations qui a été fait donc avant les élections municipales. C'est pour ça qu'il n'y a que 2 associations aujourd'hui. En fait, c'est la queue de comète et c'est lié à un bug informatique qui fait qu'on en parle aujourd'hui. Alors, je vais laisser, si mes collègues le veulent, Monsieur Renaud et Madame Roland, qui sont en charge des associations sportives et culturelles, peut-être profiter en fait de ce conseil municipal et des gens qui nous regardent pour présenter un petit peu ces associations. Donc, Monsieur Renaud, si vous pouvez parler du badminton. Bonsoir à tous. Donc, concernant le badminton, donc c'est une association de 140 habitants, 140 adhérents. Oui, 140 adhérents. Il y a 30 jeunes dans cette association, filles et garçons. En fonction de la salle, en fin de compte, Omnisport, ils ont des créneaux qui sont limités. Et puis au niveau des jeunes, ils sont obligés donc de louer la salle Sainte-Marie pour pouvoir le mercredi après-midi exercer le badminton. Ils organisent sinon le dimanche matin sport famille. Donc c'est-à-dire qu'ils jouent avec les enfants. Donc les parents peuvent jouer avec les enfants de 9h30 à 12h30. Au niveau, ils ont aussi créé un pôle sport santé qui est pratiqué le mercredi après-midi et le samedi matin. Voilà, donc c'est une association qui se porte très bien. C'est Monsieur Yves Lemasson est le président de cette association. Merci Monsieur Renaud. Madame Roland, si vous voulez nous présenter rapidement l'association Ciné Armor. C'est bon. Donc le Ciné Armor, qui est de l'autre côté de cette place, maintient une programmation de qualité et des ciné-débats grâce à l'engagement de ses 80 bénévoles. Pendant plusieurs mois l'an dernier, les travaux autour de ce bâtiment, la nouvelle mairie, ont fortement impacté sa fréquentation et la subvention proposée vise à soutenir sa reprise et à préserver ce service culturel essentiel pour la ville. Merci. Alors, vu l'avis de la commission financière numérique et jumelage du 28 mai 2026, il est proposé au conseil municipal délibéré pour l'association Ciné Armor, une subvention de 1 000 € pour l'année 2026. Donc, encore une fois, je vous répète, c'est des subventions que les autres associations ont déjà reçues. Et pour le badminton, une subvention de 1 000 € pour aider au fonctionnement de l'association, mais surtout de 850 € qui leur permet de louer. Ces 850 € sont alloués à la location de la salle Sainte-Marie, donc la salle de sport du collège Sainte-Marie le mercredi après-midi, qui est du fait qu'on ne puisse pas leur fournir au niveau municipal de créneaux sur des salles municipales malheureusement. Donc, il est proposé de délibérer pour attribuer une subvention de 1 000 € à l'association Saint-Guillaume Ciné Armor pour l'année 2026 et de 1 850 € pour l'association Club Badminton Pleurtuis pour l'année 2026. Madame le maire, vous vouliez rajouter quelque chose, pardon. Oui, est-ce qu'il y a des personnes qui font partie de ces 2 associations, du conseil d'administration, du bureau? Non? Aucune? Donc, voilà. Donc, il est proposé d'attribuer donc ces deux subventions. Je répète, 1 000 € pour l'association Saint-Guillaume Ciné Armor et donc 1 000 plus 850 € qui fait un total de 1 850 € pour l'association du club de badminton de Pleurtuis pour l'année 2026 et d'autoriser Madame le maire à procéder au versement des subventions sus-indiquées. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. De prendre 2
petite minute la parole pour vous dire que les associations sont très importantes. On sait que ça fait partie du poumon hein, de vie d'une commune. Il est prévu de revoir l'octroi des subventions, de travailler autrement. Donc, vous y serez associés. Alors, est-ce que c'est par commission ou vraiment par groupe de travail, peut-être, ou table ronde, mais vraiment de travailler d'une autre façon, que ce soit qu'il y ait à moins un comptage. Alors, évidemment, ce sont des chiffres, hein, c'est important, mais d'octroyer les subventions autrement et de travailler avec les associations. Et ce premier travail se fera entre nous, enfin, au niveau du conseil municipal, table ronde, je ne sais pas, hein, ça va être certainement à la rentrée qu'on mettra ça en place. Et donc, je compte sur vous aussi pour qu'on puisse leur donner l'élan qui est nécessaire. Si je peux rebondir également, on sait qu'il y a une AMO Sport qui est en cours et du coup, est-ce que vous souhaitez, vous, lors du mandat, continuer cette AMO pour pouvoir justement faire l'analyse des besoins sportifs sur la commune parce qu'effectivement, il manque une salle de sport. On est tous d'accord. Je pense que les associations sont d'accord et du coup, à aujourd'hui, qu'en est-il du projet? Aujourd'hui, on est le 5 juin. On a été élu ça fait 2 mois et demi, même pas. 2 mois et une semaine. Donc, on met le nez dans tout, évidemment. Comment? Et en fait, on met le nez dedans partout. On découvre aussi les dossiers, on travaille. Hein. Et bien sûr, hein, c'est dans notre tête, il n'y a pas de souci. Comme le terrain synthétique, c'est dans notre tête aussi. Donc, mais il y aura un travail de concertation, c'est ce qu'on a dit, et pas d'inquiétude. Mais c'est vrai que c'est important. Voilà. Merci. Je continue sur le dernier point dans lequel je vais prendre la parole ce soir. C'est un point enfance-jeunesse. Donc, Madame Dufay n'étant pas là, c'est moi qui vais m'en occuper ce soir. C'est une convention avec la commune de La Richardaie relative aux modalités de transport lors des sorties en bus. La mairie de La Richardaie se propose dans une convention de mutualiser le transport d'enfants. En fait, l'objectif, c'est d'avoir une réservation de transport collectif commune auprès du prestataire Bélier, sous contrat avec la commune de La Richardaie. Et ensuite, nous payerions par enfant pleurtuisien, voilà, en fonction du nombre d'enfants. Le but étant de faire baisser le coût global et d'avoir une seule convention avec Bélier pour toutes les communes qui participeraient à cette convention. Donc, de manière très pratique, La Richardaie, aujourd'hui, paye la société Bélier et La Richardaie nous refacture le montant au prorata du nombre d'enfants de Pleurtuis lors des sorties communes avec la ville de La Richardaie et éventuellement d'autres villes. Voilà. Donc on pourra mutualiser le transport d'enfants et de jeunes lorsqu'il sera possible et réduire les coûts de transport. L'objectif étant toujours ici une réduction de coûts par la mutualisation. Est-ce que vous avez des questions sur cette convention particulière? Donc, vu le Code des collectivités territoriales et l'avis de la Commission Finances numériques et jumelage du 28 mai 2026, il est proposé de délibérer au Conseil municipal pour approuver les termes de la convention si annexée relative aux modalités de transport lors des sorties en bus des services enfance-jeunesse communaux de l'intercommunalité et autoriser Madame le maire à signer la dite convention et à rembourser la commune de La Richardaie au prorata du nombre d'inscrits pour la commune de Pleurtuis. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention. Je vous remercie. La parole à Monsieur Barbet. Oui, donc on va parler de la composition du comité social territorial, donc, qui existe au sein de la collectivité depuis 2022, puisque la collectivité pleurtuisienne compte plus de 50 agents. Donc ce CST est chargé de l'examen des questions collectives de travail ainsi que des conditions de travail. Alors, les prochaines élections côté représentant du personnel, c'est le 10 décembre 2026. Donc, il appartient au conseil municipal, donc au moins 6 mois avant la date du scrutin, de déterminer, après consultation des organisations syndicales, le nombre de représentants du personnel, le nombre de représentants de l'employeur et le recueil de leur avis. Donc, ceci a été fait. Les consultations ont été réalisées.
Donc je vous passe la litanie des visas, sachant que donc le comité a émis un avis favorable le 21 mai dernier, ainsi que la commission personnelle communale. Donc, il est proposé au conseil municipal de délibérer pour instituer un comité social territorial pour le nouveau mandat, de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 4, de fixer le nombre de représentants titulaires de la collectivité à 4, tout ça pour maintenir la parité entre les deux collèges, et le recueil par le comité social territorial de l'avis des représentants de la collectivité. Est-ce qu'il y a des questions? Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point 17, donc adhésion à la procédure de médiation préalable obligatoire. Donc il y a un décret du 25 mars 2022 qui introduit une section dans le Code de justice administrative afin que les recours formés contre les décisions individuelles défavorables listées dans ce même décret soient précédés d'une tentative de médiation. On est dans Balzac, hein, c'est-à-dire une mauvaise négociation vaut mieux qu'un bon procès. Une médiation préalable obligatoire vise à parvenir à une solution amiable entre les parties, les employeurs et les agents grâce à l'intervention d'un tiers neutre. Alors ce tiers neutre, cette médiation pourrait être assurée par le centre de gestion d'Ille-et-Vilaine, dès lors qu'une convention a été signée avec ce dit centre de gestion. Ainsi, en qualité de tiers de confiance, les centres de gestion peuvent intervenir comme médiateurs dans les litiges opposant les agents publics à leur employeur. Alors, vous avez tous les types de litiges qui peuvent survenir. Généralement, ce sont des décisions individuelles défavorables. Le centre de gestion propose ainsi aux collectivités et établissements publics qui le souhaitent d'adhérer par voie de convention à la procédure de médiation préalable obligatoire. Et en cas d'adhésion, chaque collectivité pourra, en cas de besoin, bénéficier. Alors là, c'est pareil, c'est comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne fait intervenir le centre de gestion que parce qu'on estime que ça vaut le coup. Donc là aussi, je vous passe la litanie des avis. Donc la commission personnelle communale s'est réunie le 26 mai et a émis un avis favorable. Donc, considérant l'intérêt pour la collectivité d'adhérer à la procédure au regard de l'objet et des modalités proposées, et à moins que vous ayez des questions, non? Et donc, il est proposé au conseil municipal de décider d'adhérer à la procédure de médiation préalable obligatoire pour les litiges concernés, d'approuver la convention à conclure avec le CDG 35 si annexé qui concernera les litiges portant sur des décisions nées à compter du premier jour du mois suivant la signature, sous réserve d'une saisine du médiateur dans le délai de recours contentieux, et d'autoriser Madame le maire à signer cette convention. Qui serait contre? Donc, qui s'abstient? Merci. Donc le point 18, c'est l'adoption de la convention générale d'utilisation des missions facultatives du centre de gestion 35. Donc le centre de gestion 35, il a deux types de missions. Premier type, ce sont des missions obligatoires, comme par exemple la gestion des carrières, la CAP, enfin ça, et les missions facultatives. Donc ces missions facultatives, c'est pareil, il y a un panel de missions facultatives, on pioche dedans suivant les besoins ressentis par la collectivité. La convention proposée définit les modalités d'accès et d'utilisation des missions facultatives. Donc, la signature de cette convention vaut adhésion aux principes et aux conditions générales applicables à chaque mission, sans obligation de recours effectif à l'ensemble d'entre elles. Bien sûr, hein, c'est un catalogue. Donc, ces missions viennent en complément du socle de services d'intérêt général assuré pour toutes les collectivités, en particulier les missions obligatoires dont on parlait tout à l'heure. Donc, je passe les visas. Donc, la commission personnelle communale s'est réunie toujours le 26 mai et a émis un avis favorable. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce recours aux missions facultatives?
Donc, il est proposé au conseil municipal de délibérer pour autoriser Madame le maire ou toute autre personne habilitée à signer la convention d'utilisation des missions facultatives du centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine, ainsi que les actes subséquents, propositions d'intervention, formulaire de demande de mission, etc. Qui est pour? Bon, merci. Je reprends la parole. Donc, vous avez tous reçu les décisions du maire prises au titre de l'article L 2122-22 du CGCT. Toujours mal. Est-ce que vous les avez lues? Est-ce que vous avez des questions? Vous n'avez pas de questions? Vous n'avez pas de questions? Non, c'est bien ça. Oui. Donc, on va passer au point suivant, donc les DIA. Donc, 13 rue Claude sur le Bois, 2A rue de l'Aéroport, 5 rue Maurice Noguès, 27 rue du Moulin de Richebois, 3 rue Ransbar-Bombard, 3 rue Constant Colmet, 13 rue Victor Plévin, 17 rue Saint-Guillaume, 12 rue de la Perrière, 9 rue Jean Boyer, 3 impasse des Carrières, 9 rue des Ternevats, 2 rue des Bréjons, 11 rue Maryse-Battier, 3 rue des Ternevats et 2A rue de l'Aéroport. Alors, avant de clôturer, on va passer aux questions qui nous ont été envoyées. Je vous donne quand même les dates. Les prochains conseils municipaux sont le 2 juillet à 19h30 et le 12 septembre, 19h30. Le 10 septembre. Alors, le 2 juillet et le 10 septembre. Le 2 juillet et le 10 septembre. Je vais donner la parole à Madame Gouès et on finira par les travaux et Madame Rue. Voilà. Donc, je vous laisse vous lire votre première Oui, intervention. donc la première intervention concerne les questions du public. Donc, nous saluons votre initiative à tenir des permanences chaque samedi matin. C'est une démarche de proximité que nous approuvons pleinement. Toutefois, ces rendez-vous sont par nature réservés à des échanges confidentiels et personnels. Or, de nombreuses interrogations soulevées par les administrés touchent en réalité à des problématiques d'intérêt général. C'est pourquoi nous suggérons de rétablir un temps de questions du public en fin de conseil municipal. Cela permettrait à l'ensemble des élus et des citoyens présents de partager vos réponses sur les sujets collectifs qui concernent l'ensemble des Pleurthusiens. Ces évolutions sont en parfaite adéquation avec les engagements de transparence et de communication que vous avez portés durant votre campagne. Je vous remercie pour vos compliments. C'est vrai que nous avions dit que nous ouvririons la mairie dès notre arrivée. Nous l'avons fait quelques semaines après. J'entends bien votre demande de donner la parole aux Pleurthusiens qui sont présents au conseil municipal. On va y réfléchir, mais aujourd'hui, on ouvre, comme je vous disais, on ouvre la mairie. Contrairement à ce que vous pensez, il y a beaucoup de personnes qui viennent le samedi, mais pas spécialement pour leurs problèmes personnels. En général, c'est beaucoup, ils parlent de problèmes d'intérêt, ou de choses positives. On a beaucoup de retours positifs pour l'instant sur des problèmes d'intérêt général. Et quand les personnes ont vraiment des sujets bien particuliers qui les touchent, eh bien, soit ils prennent rendez-vous avec moi, ou autrement, ils prennent rendez-vous avec les adjoints qui sont quand même beaucoup présents la semaine, ou des fois, c'est le samedi matin, ils prennent rendez-vous. Donc, on ouvre. Il est prévu, on avait parlé aussi de commissions extra-municipales. On est en train de les mettre en place, de travailler dessus, parce qu'il nous faut un règlement aussi, parce qu'il faut aussi cadrer ces commissions. On espère être bien calé pour
pour le prochain conseil municipal. Ce sera aussi présenté en commission pour que chacun puisse corriger, parce qu'il est bien aussi d'avoir l'avis de nous tous, et d'avoir un autre regard. Et on aimerait bien que ces commissions extra-municipales puissent se mettre en place. Allez, si je dis dès la rentrée, on va me dire, Madame le maire, vous aviez dit, alors, premier trimestre de 2026, là, le troisième trimestre, voilà. Donc, C'est la rentrée du coup. la rentrée, oui, mais la rentrée du trimestre, hein, voilà. Parce qu'autrement, moi si je vous entends, j'entends déjà les voix, donc voilà. Et aujourd'hui, et c'est vrai pour avoir l'expérience du dernier mandat, tout le monde n'est pas autant à l'aise de prendre la parole pour poser des questions. Et donc, bon, aujourd'hui, non, on va pas aller dans votre sens, mais peut-être qu'on va y arriver, je sais pas. Aujourd'hui, non, je trouve qu'on fait, comme je dis, on est ouvert, on prend les rendez-vous, on est dispo. On peut prendre des rendez-vous à 20h le soir, hein, ça nous arrive. Donc voilà. Oui, après, c'est effectivement un moyen du public aussi de pouvoir interpeller l'ensemble des conseillers municipaux de façon ponctuelle aussi au sein du conseil municipal et souvent de rebondir par rapport à ce qui s'est dit pendant le conseil en fait. Mais des fois, on reçoit les gens le samedi, ils peuvent revenir, rebondir ou ils envoient des mails. Donc pour l'instant, on est ouvert, on répond, on verra. D'accord? Vous aviez une autre question? Oui, il y avait un deuxième point. Nous avons été interpellés sur l'état en fait et les futurs locaux de la banque alimentaire qui sont mis à disposition par la commune de Pleurtuis pour s'assurer du stockage et de la distribution des denrées alimentaires. On aimerait que vous puissiez nous indiquer si le projet de travaux à court terme et de relogement est prévu pour rendre dignes les conditions d'accueil des bénéficiaires et du travail des bénévoles, que nous remercions pour leur investissement. Et je tiens à souligner, parce que visiblement il en a été convenu dans la commission travaux, mais par contre je n'étais pas présente à cette commission puisque j'étais au parc, à une réunion du parc, et Madame Verriès n'a pas reçu la convocation pour la commission travaux. Donc, écoutez, on si n'a c'est pas une les erreur, informations. on s'en excuse, hein. Oui, bah, je Voilà. souligne simplement. C'est noté. Alors concernant la salle Saint-Exupéry, j'ai reçu Madame Porte, c'est très important, qui est donc la présidente Solidarité Pays de Dinard, parce qu'elle n'aime pas la banque alimentaire. Donc je l'ai reçue le 21 avril. Nous avons discuté. Il est évident, hein, je suis allée sur place aussi. Toi aussi. Et donc c'est vrai, hein, c'est dans un état, et puis ça date pas d'aujourd'hui, hein, ça date. Donc aujourd'hui, il y a comment je vais dire, des expertises pour regarder, parce que bon, il y aurait un peu d'amiante, donc on regarde ce qui est possible de faire, donc on attend les retours. On a travaillé aussi, donc à peine arrivé, hein, donc on a rentré 21 avril, donc on venait d'être élus. Nous sommes allés regarder un petit peu partout dans les, comment je vais dire, dans Pleurtuis, ce qu'on pouvait faire. Nous avons quelques pistes, je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que on n'est pas sûr, mais il est évident qu'ils vont être logés, ça Madame Porte le sait. Et le secours, il y a aussi le secours populaire qui est là. Donc ils vont être relogés en attendant. Ça, dessus, il n'y a pas de souci, ils auront ce qu'il faut et de façon à ce que ce soit dans un endroit aussi tranquille. Voilà, c'est important et on y pense et il n'y a aucun souci dessus. Là-dessus, on est sur ce sujet. Parce que sur l'ancienne mandature, on avait eu des échanges et l'idée c'était aussi de pouvoir les transférer sur la salle Rancé-Frémur. Et du coup, est-ce que ça serait possible ou c'est dans une des Madame options ou pas? Porte, bon, on a plusieurs pistes et elle le sait. Rancé-Frémur nous embête un petit peu parce que Rancé-Frémur est quand même très, très souvent pris. Et ils ont besoin d'espace quand même. Et donc, on dit oui d'un côté, mais de l'autre côté, on se prive aussi de location. Donc, on travaille dessus. On a des pistes et on fera en sorte qu'ils soient bien. Donc, et la piste qu'on avait, que j'avais soumise il y a quoi, le 21 avril, eh bien, aujourd'hui, c'est plus celle-là. Donc, voilà, on cherche au mieux et on en a conscience et il est évident que
on ne les laissera pas comme ça. Et on a le projet aussi, la salle Saint-Exupéry, ça serait de réunir aussi, de pouvoir profiter, mettre peut-être la map, et voilà, de réunir tous ces... voilà. Et je trouve que ce serait pas mal. Donc on y pense et on est dessus et on vous tiendra au courant, bien sûr. Et vous savez, quand il faut faire les expertises, regardez, et puis après, il faudra faire un appel aux travaux. Et... Donc voilà. Vous avez presque oublié. Madame la maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, je souhaite attirer votre attention sur un problème très concret auquel tout le monde est confronté et qui nous a été signalé par de nombreuses personnes, l'état des routes de notre commune. Il existe certes une distinction entre routes départementales et routes communales. Certaines routes départementales présentent un état particulièrement dégradé, mais de nombreuses voies communales sont également concernées. Pour les usagers, cette distinction importe finalement peu au quotidien. Ce qu'ils constatent, c'est une dégradation générale de la voirie. Notre commune compte environ 80 km de routes communales, dont un grand nombre, notamment celles desservant les lieux-dits, se trouvent aujourd'hui dans un état préoccupant. On y observe de nombreux nids de poules qui sont devenus, sans exagération, de véritables cratères et qui se transforment parfois en mares lors d'épisodes pluvieux. À cela s'ajoute, dans plusieurs secteurs, des marquages au sol fortement dégradés, voire totalement effacés. On peut prendre par exemple au début de la rue qui mène au lieu-dit la Chênaie et la Charlet, devant l'espace Delta, en direction du Petit Gardon, à la Mabonnet. Cette situation soulève de réelles questions de sécurité routière. Lorsque l'on circule de nuit, sans éclairage et sous la pluie, les marquages au sol sont indispensables pour délimiter la chaussée et sécuriser les déplacements. Leur absence accroît les risques pour l'ensemble des usagers. Au-delà de la simple question de confort, il s'agit avant tout d'un enjeu de sécurité publique. Sécurité des automobilistes, des cyclistes et des piétons, mais également la préservation des véhicules qui subissent les conséquences de la dégradation des chaussées. Dans ce contexte, je souhaiterais vous poser plusieurs questions. Première question, envisagez-vous de réaliser un état des lieux complet et actualisé de l'ensemble des routes de la commune afin de disposer d'une vision précise des besoins d'intervention? Concernant les routes départementales, avez-vous engagé ou comptez-vous engager des démarches auprès du département afin d'obtenir des interventions rapides sur les secteurs les plus dégradés? Car on le sait, une mobilisation forte de la commune peut parfois contribuer à accélérer la prise en compte de ces problématiques. S'agissant des routes communales, prévoyez-vous la mise en place d'un plan pluriannuel d'investissement et de remise en état de la voirie permettant de programmer les travaux de manière cohérente et transparente? Par ailleurs, lors de votre campagne, M. Ricous avait évoqué la création d'une application mobile permettant aux habitants de signaler rapidement les dégradations constatées sur l'espace public. Si je me souviens bien, sa mise en service était annoncée pour le mois de juin. On débute le mois de juin. Pouvez-vous nous indiquer où en est aujourd'hui ce projet et quel est le calendrier prévisionnel de son déploiement? Je vous remercie par avance pour les réponses que vous pourrez apporter à ces questions. Alors, concernant les routes, je vais vous répondre. On l'a évoqué pendant la commission travaux. Oui, les routes sont dégradées. On a déjà fait un premier état des lieux avec les agents où on a constaté 90 choses désordre sur la voirie en fait. Il y a déjà eu des interventions qui ont été faites et notamment cette semaine, vous avez vu des camions de pata passer. Il y a eu aussi des nids de poules de rebouchés. Après, il y a des intempéries qui font que des fois, on ne peut pas mettre ce qu'il faut dans les trous parce qu'il y a de l'eau. Enfin voilà, mais c'est pris en compte. Au niveau de ce qu'on va faire, il y a un responsable voirie qui va être engagé à partir de septembre, qui va vraiment suivre les routes. C'est ce qu'on avait dit en commission. Il y a des secteurs qui sont, pour l'instant, comme l'espace Delta peut paraître dégradé, mais il y a tout un projet qui
qui est en cours. Il y a une étude qui est en cours, donc ça va venir. Tout ne va pas se faire tout de suite. Mais on a pris les choses en main déjà. Par rapport au recensement, on a étudié différentes façons. Donc oui, il y a l'appli, mais il y en a d'autres aussi. On est en train d'étudier tout ce qui peut se présenter. Par exemple, il y a la Poste qui nous a présenté aussi une façon de cartographier nos défauts sur la route. Voilà, donc on réfléchit. Et alors, pour le département, ils ont un plan pluriannuel d'investissement. Donc, on peut leur faire des demandes, mais ils suivent leur PPI avant tout. Et sinon, sur notre PPI, donc oui, on a prévu d'en mettre un en place et de le faire en concertation avec les habitants au travers une commission extra-municipale. Donc, on va le travailler en commission parce que c'est quand même une grande zone. Il faut un peu répertorier, on pense couper en 4 la ville et avoir des commissions par secteur pour éviter de se balader sur toute la commune, tout le monde. Voilà pour les réponses de ma part. Alors, sur l'application mobile, merci Monsieur Lemoine de revenir sur le sujet. Ça va faire partie de la prochaine commission. On en parlera dès la prochaine commission finance numérique et jumelage dont vous faites partie. Nous avons rencontré différents acteurs parce qu'il y a effectivement plusieurs applications mobiles présentes sur le marché. On les a rencontrés, ils nous ont fait leur présentation. On a aussi discuté avec les villes aux alentours pour essayer d'avoir quelque chose de cohérent et d'avoir une application qui fonctionne avec les villes aux alentours, ce qui serait le mieux pour nos habitants et les gens qui passent par la ville et les touristes. Donc voilà, on y travaille et on en parlera très prochainement. Mais on est dessus. Si je peux rebondir, sans compter que l'application, effectivement, on peut travailler au point de vue du territoire et en fonction de l'application, on peut avoir une application qui peut être mutualisée au sein de la communauté de communes et que chacune des communes puisse avoir en fait des personnalisations d'onglets et tout ça. Après, ça peut être un sujet aussi intercommunautaire. Oui, sauf que ça a été, on a abordé ce sujet-là en bureau communautaire. Et donc, alors, sachant que certaines communes ont déjà pris leur application mobile, le DGS, par exemple, n'est pas. C'est compliqué. C'est compliqué pour gérer en application mobile toutes les communes. On est 8. Donc, moi aussi, je pensais. Mon idée, c'était aussi d'aller vers la communauté de communes, mais bon, c'est trop compliqué, ça met trop d'argent derrière, et donc, et puis d'autres communes ont déjà des applications mobiles. Il y en a qui ont signé dernièrement. Donc c'est pour ça que nous, c'est vrai, comme disait Monsieur Ulricus, c'est vrai qu'on a rencontré plusieurs acteurs, et là, donc, il fera sa commission et vous déciderez. Mais c'est vrai qu'il y en a une qui pèse un peu plus, qui est beaucoup plus intéressante et où il n'y a pas de pub, voilà, parce que ça aussi c'est important. Et où donc il est générateur, il fait attention, tout ne peut pas être posté. Donc aussi c'est... Ah oui, ça me fait penser. Je voulais, après je passerai la parole à notre adjointe à la culture. Je voulais dire à l'Assemblée que les mails qui sont envoyés en mairie sous un pseudo et puis anonyme, donc c'est clair, ils vont directement à la poubelle. On ne répond pas. Voilà. On ne va pas perdre notre temps avec des personnes qui envoient des mails et qui ne signent pas et qui s'appellent, je sais pas quoi, Nounours 22 ou je sais pas quoi. Enfin voilà. Donc, il soit 35, qu'ils soient tranquilles, on ne répondra pas. Donc, ils peuvent continuer, mais Valérie, elle en a assez. Hein, Valérie? Elle est plus là. Oh, elle est partie discrètement. Bon, ben voilà. Je vais laisser... Ah oui, elle est partie. Bon, je laisse la parole à Madame Roland. Pour le programme des festivités du mois de juin. Donc jusqu'à demain, à l'espace Delta de 10h à 18h, on peut découvrir le travail des artistes locaux avec l'exposition annuelle de l'association Palette consacrée aux arts plastiques. Ce week-end, donc demain, samedi 6, le service jeunesse organise la fête des arts et des jeux autour de l'espace Delta de 13h30 à 17h. Donc plusieurs associations seront présentes
et les animations sont gratuites et un goûter sera proposé aux enfants. Toujours demain, samedi, les bénévoles des Jardins du Petit Clos ouvrent leurs portes pour une journée de 14 h à 18 h autour du partage et de la découverte des jardins partagés. Toujours ce week-end, dimanche, place au sport avec Pleurtuis se bouge, organisé par le Cyclo-Club. Donc c'est du parcours vélo, VTT, marche. Donc une grande journée sportive. Le week-end prochain, le samedi 13 à 20h30 à l'Espace Delta, nous accueillerons un concert-spectacle choral du Chœur des Messagers de Dinan consacré à la mémoire du débarquement. Le dimanche 14, 2 rendez-vous pour les chineurs, la braderie de l'association Les Petits Schtroumpfs à la salle Omnisport, et un vide-grenier à la Ville-Ruisseau organisé par Magnus Opus. Le vendredi 19 juin, l'événement que tout Pleurtuis attend, la fête de la musique. Donc, on vous attend très nombreux en centre-ville dès 19 h. 3 groupes se succéderont. Il y aura Pop-Up, l'école de musique actuelle, un groupe qui s'appelle Malvin et pour terminer la soirée, les Gaillards d'en face. Pour ceux qui ne connaissent pas, le duo des Gaillards d'en face, c'est un univers de reprise très festive et une belle soirée s'annonce en perspective. Et enfin, pour clôturer le mois, les 26 et 27 juin à 21 h à l'Espace Delta, c'est le grand gala de danse d'Art Danse et compagnie. C'est un grand moment, c'est un moment fort de la saison. Donc les danseurs et danseuses clôturent leur année de travail avec des chorégraphies pleines de créativité. On en a vu quelques-unes, ça promet un très très beau spectacle. Voilà, donc on remercie toutes les associations, tous les bénévoles et tous les services municipaux pour leur engagement à faire de Pleurtuis une ville qui bouge. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres interventions? Non. Ça fonctionne, oui. Il y a un problème technique. Il s'allume, il s'éteint, il s'allume. On a contacté la société qui s'en occupe. On attend une réparation. Non, je ne vous donne pas la parole, madame. Non, mais je tiens à signaler, normalement, vous ne prenez pas les questions du public. Je ne l'ai pas prise, moi. Donc voilà, mais bon, c'était important. Mais s'il y en a, on sera à l'écoute. Nous, on sera là. Vous pourrez nous les poser. Ils auront pas les réponses, donc c'est un peu dommage. Bon, la séance, il est quelle heure? 21 h 20. La séance est levée. Je vous remercie et je vous souhaite un bon week-end.